Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. La loi sur la moralisation de la vie publique va revenir à l'Assemblée nationale puisque la commission mixte paritaire, composée de 7 députés, 7 sénateurs, n'a pas réussi à s'entendre hier sur une version commune du texte, ce qui signifie une semaine de travail supplémentaire pour les députés. Trouvez-vous, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'on en demande trop aux députés ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une volonté de la part du gouvernement d'en mettre beaucoup durant l'été, des choses très importantes. Alors vous évoquez là une loi qui finalement est une petite loi. Moi je pense que pour les Français, ce qui était surtout important, c'est le débat qui a eu lieu sur le Code du travail, qui concerne 10 millions de salariés. Non mais c'est important parce que beaucoup de foin est fait autour de... c'est présenté en effet comme un projet majeur. La loi dite de confiance, moralisation. Oui. Moi je pense que finalement, vous savez... C'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Au final, qu'est-ce qu'on aura décidé? Le fait que des députés peuvent pas embaucher des membres de leur famille, moi, je suis pour. Mais ce que vous évoquez qui bloque, c'est que les sénateurs de droite veulent maintenir la réserve parlementaire. Nous, dans notre... un dispositif qui permet aux élus de financer que chaque député élu ait 130 000 euros d'argent, de subvention, en quelque sorte, qu'ils pouvaient accorder, ce qui était peu de choses. Le paradoxe, c'est que vous aviez des gens, là, je parle de la droite, qui défendaient la réserve parlementaire, mais qui avaient voté des politiques d'austérité, qui disent les communes localement ont besoin d'argent public, mais en même temps les mêmes ont voté le fait que beaucoup de communes et de collectivités locales soient pris à la gorge. Bon, tout ça, c'est pas ça le problème des Français. Ce qui est dangereux, je le répète, mais on va en parler, vous le dites, c'est la loi travail. Alors, il faut une journée supplémentaire, pardon de répondre par escalier. Une seule journée, manifestement, mercredi prochain, pour que cette loi revienne dans le système des navettes. Bon, mais il y a une journée de plus. Ça repousse la session d'une semaine. Eh ben, nous, on trouve ça... Jean-Luc Mélenchon s'en est un peu... Il a raison. Attendez. En gros, il dit qu'il est crevé, quoi, pour dire les choses un peu familièrement, qu'il est au bout du rouleau, qu'il a besoin de se reposer. Non, mais surtout, ce qu'il dit... Mais est-ce que c'est pas déplacé? Non, mais je termine. Premièrement, Jean-Luc Mélenchon, c'est le député le plus actif, quasiment. D'accord? Donc, ceux qui font la leçon, je rappelle que M. Ferrand, président du groupe République En Marche, il est absent. Christophe Castaner, ministre des Relations avec le gouvernement, était souvent absent. Vous avez eu des absents qui sont là. Jean-Luc, il est là depuis le début. C'est précisément parce qu'il est là depuis le début, à la différence de beaucoup d'autres, qu'au bout d'un moment, il dit, oh, ça va. On a fait des séances qui ont terminé à 4 heures du matin, pour voter des lois, notamment la loi dite de confiance. Il y avait quasiment plus personne dans l'hémicycle. Donc, c'est ça qu'on commence à dire au bout d'un moment. Cette volonté un peu et puis y compris de faire de la com, de la part de l'Élysée, de dire, regardez, le gouvernement est là au cœur de l'été. Bon, tout ça est un peu casse-pied. L'important, c'est ce qui va se passer en septembre, à la rentrée, sur la loi travail. Ça, c'est important, les gens qui m'écoutent, parce que ça, c'est pas est-ce qu'on maintient la réserve parlementaire pour les sénateurs ou pas. Ça concerne 18 millions de salariés. Il y a plus de facilité pour licencier. Ça va précariser. Ça, c'est grave. Alors, cette loi travail, elle a été adoptée hier à l'Assemblée. Elle le sera jeudi au Sénat. La ministre du Travail, hier, en séance, s'est félicitée de la qualité du travail effectué, à la fois en commission et en séance, a-t-elle dit. Et vous trouvez que le travail a été de qualité? Non, chanson que tout cela, non, elle n'a pas été de qualité. Ils ne voulaient rien entendre. On a proposé des amendements. Ils se sont assis sur tous nos amendements. C'est une méthode du bulldozer. C'est assez traditionnel que les amendements d'opposition ne soient pas retenus. Bon, mais d'accord. Alors qu'elles disent pas la qualité. Vous savez, il y a une espèce comme ça là de phrasé, de communicant. Elle a répété hier le mot dialogue, mais je sais pas. On se moquait d'elle quasiment à se demander si elle touchait chaque fois une prime, chaque fois qu'elle disait le mot. On dialogue, le dialogue, le dialogue. Je rappelle que les organisations syndicales, dans leur quasi-unanimité, sont contre cette loi. Nous sommes résolument contre. C'est en plus un projet de loi qui ouvre la possibilité d'ordonnance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien le détail de ce qui va être fait. C'est-à-dire que les mêmes là, qui nous font beaucoup d'huile dans les rouages ne disent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Oui, c'est un cadre en fait pour l'instant. Voilà, la loi, mais clairement, préciseront le contenu. Voilà, mais quand on les écoute à l'oreille un peu fine, il va y avoir une inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire, je résume, jusque-là, il y avait une réglementation nationale sur tout le territoire qu'on appelait le Code du travail. Désormais, il y aura la possibilité au niveau des branches, voire même au niveau des entreprises, qu'il y ait des accords, même s'ils sont en recul par rapport à la loi sociale, qui s'appliquent. Et ça, c'est grave. Il va y avoir notamment un plafonnement pour les indemnités de licenciement abusif. Et ça, c'est grave, et ainsi de suite. Donc, il y a une novlangue, comme dirait ma collègue hier, Mathilde Panot, qui est une jeune députée de France Insoumise, qui est bien intervenue de la part du gouvernement pour dire des fois des phrases qui veulent dire l'inverse. Alors, en gros, licencier, créer de l'emploi, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On nous explique qu'il faut licencier plus facilement parce que ça va permettre au patron d'embaucher. Au c'est absurde. Et comme dans le roman de George Orwell, vous avez un gouvernement qui dit l'inverse de ce qu'il fait. La paix, c'est la guerre, etc. Enfin, on connaît ce roman. Est-ce qu'à l'exception de la CGT, vous trouvez que les syndicats, donc notamment CFDT et Force ouvrière, sont un peu trop conciliants sur ce dossier? Moi, je me souviens que Jean-Claude Mailly, il n'y a pas très longtemps, ici même, à votre place, disait non, en l'état actuel des choses, en l'état des discussions avec le gouvernement, il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes. Bon, mais écoute, on verra. Moi, je pense que comme de plus en plus, même la CFDT se montre assez hostile, notamment à la fusion des instances de représentation du personnel, les IRP qui ont lieu.
faut bien les écouter. Il y a différentes stratégies, j'en connais aucun qui dit c'est merveilleux. Tous un homme comme Jean-Claude Mailly, moi après, j'ai pas à juger, j'aurais pas fait les choses comme lui. Moi, je suis plutôt au diapason de ce que dit la CGT, mais je respecte Force ouvrière, et plutôt dans une logique, il veut dialoguer, il veut essayer de pousser le plus loin possible pour que les reculs soient le moins importants possible. Bon, moi, comme dirigeant politique, je ne veux pas juger les directions syndicales, mais je pense qu'il faut manifester à la rentrée, notamment le 12 septembre. Nous, on appelle un rassemblement sur cette politique. Mobilisation populaire, c'est là que ça va jouer, puisque c'est pas à l'Assemblée que vous gagnerez la bataille. Moi, j'ai besoin à l'Assemblée qu'il y ait une mobilisation populaire. Voilà, je pense, qu'au cœur du mois de juillet, beaucoup de gens avec des vacances bien méritées n'ont pas suivi les détails de ce qui est en train d'avoir lieu. Et en plus, ce qui complique les choses, on l'a dit, c'est qu'ils n'ont pas dit clairement ce qu'ils allaient faire. C'est des ordonnances qui donnent le pouvoir à l'Élysée, à la présidence de la République, de faire des choses. Donc en gros, fin août, début septembre, on va rentrer dans le dur, on va voir vraiment ce qu'ils proposent. Et là, je suis persuadé que des millions de salariés vont dire « Oh là, ça c'est la loi El Khomri, on connaît, on n'en veut pas ». Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était à Rome hier pour discuter avec le gouvernement italien de l'avenir de la société STX, les chantiers navals. L'Italie ne veut pas renoncer à avoir la majorité dans le capital du groupe. Est-ce que la France doit rester inflexible sur cette question et conserver au moins la majorité ? Oui, je le crois. Je pense qu'on n'avait pas auparavant. Oui, j'entends bien. Oui, mais le projet C'est ce que disent les Italiens. Pourquoi vous l'avez laissé aux Coréens et nous, vous refusez ? Oui, parce qu'on pense que le projet des Italiens, c'est de dépecer précisément ce chantier. Voilà, c'est ça le problème. Et comme nous, la France, on a un besoin stratégique de maintenir des chantiers navals parce qu'on est le deuxième littoral maritime du monde, parce que nous pensons que pour toute une série de raisons, ce ne serait pas bon pour notre industrie, pour y compris se tourner vers le futur, vers l'économie de la mer, que nous ne construisions plus un seul bateau en France, de bateau de ce calibre-là, et que le projet Fincantieri est un projet de dépeçage industriel. Donc voilà, c'était une bonne chose. Permettez, je suis souvent très critique par rapport à ce gouvernement, mais l'annonce d'une nationalisation était une bonne chose, de ne pas laisser ses intérêts privés dépecer cela. Je pense qu'il eût été bon aussi que des industriels français se mêlent de ce dossier et rentrent là-dedans. Alors là, je suis comme vous dans la presse qui se passe, un gouvernement annonce une chose et on a parfois l'impression que désormais il recule. Moi, je pense que nous ne devons pas accepter et nous devons du moins garder un contrôle national de ce chantier. Est-ce qu'il y a un malaise aujourd'hui chez les députés de la France Insoumise à propos de la situation au Venezuela et du soutien passé ? Un tweet datant de 2013 a été exhumé, tweet de Jean-Luc Mélenchon, du soutien passé donc de Jean-Luc Mélenchon au président vénézuélien Maduro. Non. Vous êtes parfaitement au clair avec ça ? Il y a une situation de tension dont on peut parler aujourd'hui. On a le des droit. Opposants arrêtés. Oui, d'une violence dans la rue, y compris d'une opposition violente. L'opposition en France, c'est pas comme l'opposition. Les spécialistes le disent. Aussi, on peut discuter de ça, c'est-à-dire qu'on peut discuter du fait que le régime lui aussi est dans un moment de durcissement, mais l'opposition, elle est armée. On dit il y a une centaine de morts, mais il y a une centaine de morts, y compris il y a 2 députés pro-chavistes qui ont été assassinés l'autre jour. Vous avez des gens, c'est souvent en plus très sociologiquement ciblé, des beaux quartiers qui se mobilisent contre le gouvernement et des quartiers populaires qui se mobilisent pour le gouvernement. Il y a une présentation manichéenne qui est faite d'une manière générale. C'est même un côté racial si vous connaissez le Venezuela. Souvent les gens de couleur sont des quartiers populaires et les blancs sont dans les quartiers bourgeois. Et vous avez beaucoup de crimes racistes qui ont lieu actuellement. Souvent des gens brûlés. Bon, donc il y a une situation de tension. Et moi, évidemment, je suis inquiet. Le pays est en train de se casser en deux. Mais enfin, il y a eu 6-7 millions de gens qui ont participé à une élection de l'opposition. Il y en a 8 qui ont participé ces derniers jours à l'Assemblée de la Constituante. Donc, c'est pas... Quand on voit de France, franchement, il y a parfois une désinformation totale. On a l'impression que tout un peuple est dressé contre le gouvernement. C'est plus compliqué que ça. Même si le fond du problème, c'est quoi ? C'est que le prix du baril du pétrole est passé en 2 ans de $100 à $35 et qu'il y a une situation économique extrêmement compliquée. Mais le pays, on en est là. Moi, je pense qu'il n'y a que les élections qui peuvent régler le problème. Le problème de la stratégie de l'opposition, c'est qu'ils ne veulent pas participer. Le président Maduro, il est condamnable à certains égards, il commet des erreurs, il y a des choses qui ne vont pas dans sa manière de conduire les affaires. Non, mais j'en vois bien vers quoi vous voulez me diriger. Il y a beaucoup de choses sans doute qui peuvent être vues différemment, une situation sociale qui s'est dégradée, des choix économiques peut-être qui auraient dû être différents, mais moi je ne lâcherai pas sur le fait, si on discute du dossier vénézuélien, qu'on a une opposition, mais depuis le début, depuis des années, depuis le début de Chavez, qui fait le choix du coup de force. Il y a des manifestants armés qui tiraient sur les forces de l'ordre, et il y a aussi des forces de l'ordre qui ont réprimé. Bref. Je reviens, il faut des élections pour s'en sortir. En 2018, il y a une élection présidentielle qui est prévue, par exemple, et puis à la fin de l'année 2017, des élections de gouverneurs. Je dis à l'opposition, participe à des processus électoraux, sinon le système de violence, même soutenu par les États-Unis, c'est extrêmement dangereux. Merci Alexis Corbière, bonne journée. Merci à vous messieurs, prochain point dans l'actualité dans quelques secondes avec Alexandra Cagnard. Merci d'écouter la radio du Monde, 8h à Paris, 2h à Caracas. Anne Souhaitemont.
À la suite de RFI Matin avec le journal d'Alexandra Cagnard. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous. Et à la une de ce 2 août, toujours le Venezuela, l'opposition a décidé de repousser à jeudi la manifestation qu'elle a prévu d'organiser afin qu'elle coïncide avec l'installation de l'Assemblée constituante, une entité qu'elle continue de dénoncer avec force. Julien González.